Bonjour, Frédéric Pointier, je suis urologue à l'hôpital Tenon Sorbonne Université et je suis spécialisé dans la prise en charge des calculs urinaires et l'endourologie, notamment pour le haut appareil urinaire. En réalité, on se sert assez peu de l'IA en tant que clinicien, beaucoup en tant que chercheur aujourd'hui, puisque beaucoup d'études sont publiées avec du machine learning et de l'entraînement sur des données tabulaires, donc des databases, pour créer des modèles prédictifs, que ce soit des modèles prédictifs de variables continues ou de variables catégorielles, c'est-à-dire soit des durées d'hospitalisation, des durées opératoires, soit de prédire un outcome, le succès, la complication, ce genre de choses. Mais finalement, en tant que chirurgien ou clinicien, aujourd'hui, on se sert assez peu de l'IA. On s'en servira beaucoup plus finalement en utilisant son téléphone lorsqu'on va aller au travail ou rentrer du travail. Aujourd'hui, l'IA nous touche dans notre quotidien sans vraiment qu'on en soit conscient. On est finalement assez peu en train d'utiliser cette intelligence artificielle dans notre quotidien de chirurgien et de clinicien, notamment pour des raisons réglementaires. Et c'est la limite aujourd'hui, ça va être de réussir à outrepasser ces obstacles administratifs et réglementaires pour pouvoir y intégrer tous ces modèles qu'on met au point pour le moment. On a le fantasme de pouvoir remplacer les médecins, les infirmiers ou tous les corps du soin par des IA ou des modèles hybrides ou des humanoïdes. Je pense qu'il faut quand même pas oublier qu'on a tous choisi ce métier pour faire du soin. Et donc, quelque part, le contact avec le patient lorsqu'on est chirurgien et le contrat moral qu'on passe avec lui en consultation préopératoire, puis en consultation post-opératoire, doit être et doit rester notre objectif primaire. Et je pense qu'une partie de la valorisation de notre métier, d'un point de vue personnel et quasiment de manière égocentrée, serait justement la satisfaction d'avoir permis à un patient d'aller mieux et son regard sur nous après le résultat d'une intervention. Donc, je pense que à la fois pour nous et pour le patient, conserver cette idée du soin faite par un humain et non un humanoïde, comme certains aiment à le croire. Aujourd'hui, on a en effet de nombreux modèles qui sont développés, notamment en endurologie. Alors le problème de l'endurologie, c'est que tous les ans, un nouveau dispositif va apparaître, comme pour l'endovasculaire, une nouvelle sonde, un nouveau cathéter, un nouvel endoscope, un nouveau laser, un nouveau système d'aspiration, et donc il faudra en permanence mettre à jour ces modèles. Ça, c'est une première limite de son utilisation, mais aujourd'hui, on a besoin de pouvoir adapter les outils qu'on va utiliser qui coûtent de plus en plus cher et qui sont de plus en plus techniques pour savoir lesquels utiliser pour quel patient. Et donc on a besoin de ces modèles pour savoir quel est le type de calcul a priori à partir des données préopératoires. Ça, ce sont des travaux qui ont déjà été faits et d'autres qui sont en cours. Et donc prédire le type de calcul nous permettrait de choisir tel endoscope, tel laser, savoir jusqu'à quel niveau de succès opératoire, c'est-à-dire quel taux de 100 fragments résiduels on doit viser. Est-ce qu'il faut viser le 0 fragment, le 100 fragments résiduels avec moins de 3 mm en post-opératoire? Ça, c'est une première piste de réflexion. Ensuite, dans la prédiction du taux de succès, je pense que les patients, ils ont envie de savoir si on peut leur promettre un succès en 1-2 interventions ou si le succès n'est pas envisageable. Avec cette technique opératoire, je pense notamment à l'urétéroscopie souple versus la chirurgie percutanée. Si on présente aux patients le choix entre une intervention plus ou moins en urétéroscopie versus une chirurgie percutanée qui sera plus courte mais associée à une hospitalisation plus longue, peut-être que le patient choisira mieux et en connaissance de cause son option thérapeutique. Donc on a besoin de ces modèles en préopératoire, on en a besoin pendant l'intervention, parce que notamment tous ces systèmes d'aspiration pour lesquels aucune guideline est aujourd'hui disponible, l'IA va nous aider à développer des systèmes intelligents de régulation de l'irrigation, de l'aspiration, de la gestion de la visibilité avec la gestion des fluides au bloc opératoire en endurologie, aussi bien pour le haut que pour le bas appareil d'ailleurs. On a besoin de ces systèmes intelligents, donc oui, on a besoin de modèles prédictifs, on a besoin de ces modèles, mais il faut se poser la question de savoir si nous, le problème qu'on va mettre au départ de notre projet, il est impactant. S'il n'est pas impactant, personne ne se servira du modèle, et donc on aura fait un très joli article de recherche, mais ça restera un article de recherche qui sera oublié dans 6 mois. Les pistes d'évolution et d'innovation en endourologie sont tout d'abord les systèmes embarqués pour l'urétéroscopie souple. La reconnaissance de la position de la fibre laser par rapport au calcul pour éviter de tirer sur la muqueuse urétérale, par exemple, donc limiter le risque de sténose pour le traitement d'un calcul de l'urtère. Les systèmes intelligents doivent se développer et sont déjà en train de se développer pour ça.
les systèmes intelligents de détection du blocage de l'irrigation ou de l'aspiration, notamment dans ces systèmes de gestion des fluides, le système de la reconnaissance du type lithiasique est quelque chose qui doit se développer puisque nous ne sommes pas tous experts de la prise en charge des calculs urinaires, on ne fait pas tous 1000 urétéroscopies par an, donc on doit pouvoir, à l'heure actuelle, sans pouvoir être obligé d'envoyer un fragment à l'analyse et si on est adepte de la pulvérisation lithiasique, pouvoir reconnaître le calcul de manière endoscopique et pouvoir dans certains cas éventuellement se passer d'une analyse morpho-constitutionnelle pour pouvoir permettre aux patients d'avoir une exploration métabolique en post-opératoire qui restera de qualité, et puis reconnaître les calculs est quelque chose qui s'apprend assez bien sur des images, donc les calculs sont différents en endoscopie, que ce soit notamment le monohydraté, du dihydraté, de la cystine ou de l'acide urique, peut-être un petit peu plus compliqué pour les calculs de phosphate de calcium, mais reconnaître le type de calcul est quelque chose qui est facilement accessible à l'intelligence artificielle, notamment au deep learning, et ces technologies-là vont inonder les endoscopes, non pas comme quelque chose de forcément payant, comme pouvait être l'air conditionné d'une voiture il y a 20 ans, mais comme un outil de série, comme aujourd'hui sont les ABS plutôt. Principal obstacle, c'est que ces modèles sont développés sur des bases de données qui sont rétrospectives, sans validation externe, et donc on n'a aujourd'hui pas de niveau de preuve très élevé déjà dans les résultats qu'on dispose. Ensuite, avant même ces résultats-là, comme je l'ai dit avant, il faut se poser la question de savoir si la question est pertinente et impactante. Est-ce que ça va répondre à un problème? C'est toujours le même discours. En oncologie et notamment en onco-urologie, les urologues sont beaucoup plus coutumiers de ces interrogations-là, puisque une nouvelle molécule pour traiter un cancer à un certain stade ne va pas être financée si l'étude va toucher une population qui ne sera pas une bonne population cible. Donc nous aujourd'hui, on dispose d'énormément de données et on va développer des modèles avec ces données, mais il faut se poser avant même cette procédure d'entraînement et de validation interne d'un algorithme, voire validation externe, il faut se poser la question de savoir si ce modèle va être impactant et va vraiment nous servir. On se rend bien compte que énormément de modèles ne servent à rien pour le moment, mais on réfléchit dès à présent à développer une plateforme sur laquelle on pourra venir compiler ces modèles, et notamment les modèles qui auront un impact pour pouvoir en faire vraiment un outil complet et compatible avec notre pratique clinique. L'autre élément qui limite l'utilisation de ces modèles, c'est le cadre réglementaire. Même si on a eu le AI Act, qui est un document réglementaire européen, il a relativement peu de valeur juridique, et notamment en France, le cadre juridique a assez peu évolué sur l'IA depuis la circulaire de Cédric Villani, et donc finalement, aujourd'hui, si vous avez un accident avec une voiture autonome, vous ne savez pas si vous pouvez attaquer le fabricant de la voiture autonome elle-même, ou si vous êtes en tant que conducteur responsable. Donc finalement, tant qu'on n'aura pas tranché ça, on sera limité dans ce qu'on pourra intégrer dans notre pratique clinique, puisque on est dans un cadre sensible, c'est-à-dire le cadre du soin et de l'humain. C'est assez amusant puisque c'est une discussion qu'on a maintenant dans à peu près tous les congrès d'urologie et notamment d'endourologie, c'est est-ce qu'il faut apprendre à coder? Je pense qu'en tout cas, si vous regardez pour ceux qui ont peut-être quelques années de plus que moi, des enfants qui rentrent au collège, en école primaire, il y a des options de codage et d'apprentissage du codage pour à peu près toutes les jeunes générations d'aujourd'hui. Donc ça veut bien dire qu'on doit apprendre à devenir ingénieur chirurgien et ne pas rester un chirurgien uniquement technicien et artisanal, puisque ce chirurgien non augmenté est voué à disparaître, peut-être pas dans 5 ans, peut-être pas dans 10 ans, mais en tout cas dans 30 ans, c'est une certitude. Et donc on doit au moins se familiariser à ces outils. Une fois de plus, hein, lorsqu'on part à l'étranger et qu'on ne parle pas la langue du pays, on peut avoir un vernis issu de notre cursus secondaire pour communiquer avec la population sur place. Pour le codage, c'est la même chose, il faut juste être capable de comprendre ce qu'on lit et ce qu'on écrit comme code. Aujourd'hui, avec des IA génératives, on est capable de débugger et améliorer ce code pour obtenir ce qu'on veut avec un bon prompt de manière très satisfaisante. Donc je suis pas sûr qu'il faille apprendre à coder ligne par ligne. Est-ce qu'il faut avoir les codes de base du codage, notamment en langage Python ou R? Je pense que c'est quasiment inévitable. Ensuite, est-ce qu'il faut collaborer avec des équipes d'ingénieurs? Je
pense que c'est une collaboration qui est indispensable aujourd'hui si on veut faire de la recherche de grande qualité. Et c'est ce que nous on fait à Sorbonne Université avec les arts et métiers. J'invite tous ceux qui veulent démarrer un projet d'intelligence artificielle en endourologie à nous contacter et à venir voir comment nous on pratique cette recherche. L'endourologie du haut appareil, c'est-à-dire donc manifestement quand même plutôt l'urétéroscopie, la chirurgie percutanée et la lithotricée extracorporelle sont des technologies qui évoluent finalement assez peu actuellement. Pour l'urétéroscopie et la prise en charge des calculs urinaires, on va avoir des technologies embarquées de reconnaissance des structures, de sécurité, c'est-à-dire que le laser va s'arrêter si la fibre laser n'est plus en contact avec le calcul. Et je pense que ce sont ces technologies-là qui vont venir brique par brique venir dans nos endoscopes. Et donc notre objectif aujourd'hui, si on doit voir un peu plus large, c'est d'être capable de créer cette plateforme pour intégrer ces technologies et donc être capable d'implémenter le puzzle pièce par pièce pour obtenir quelque chose de plus, non pas plus efficace, mais d'être plus sûr, de faire des interventions qui sont de plus en plus safe et d'éviter aux patients de l'exposer à certains risques, notamment le risque thermique, le risque d'hyperpression et de barotraumatisme, parfois même d'hypopression, de collapsus des cavités rénales. Pouvoir reconnaître les calculs, c'est quelque chose qui me paraît indispensable pour n'importe quel urologue aujourd'hui. Il me paraît indispensable de reconnaître les calculs et d'être capable d'avoir des technologies d'aide pour reconnaître ces calculs en urétéroscopie, parce que c'est un élément primordial, à nouveau, de la prévention secondaire et de l'enquête étiologique. J'aimerais tout d'abord remercier l'AFUF de m'avoir proposé de faire ce clip et cette interview. Je pense que je ne suis pas forcément l'urologue le plus impliqué dans l'IA. Je pense que via l'ingénierie, on s'y implique tous plus ou moins. Je pense que l'endourologie est une surspécialité hautement technologique et que il est donc logique que l'IA vienne s'immiscer dans l'innovation en endourologie et j'invite tous les urologues intéressés à ça à venir visiter notre structure de recherche aux arts et métiers à Paris et on les accueillera avec la bienséance habituelle.